Bonjour et bienvenue au webinaire Réalité virtuelle et visualisation 3D organisé par le CSTC dans le cadre des guidances technologiques CETEC. Mon nom est François Denis et je suis chercheur BIM et réalité étendue au CSTC. Afin d'introduire cette thématique, la première chose qu'on peut éventuellement faire lorsque l'on s'intéresse à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est bien évidemment de chercher sur Google ce terme et voir un peu ce qu'il en ressort comme illustration. Et on se rend assez vite compte qu'en réalité, il n'y a pas ou peu de lien direct entre cela et ce qu'on imagine être le cas d'un chantier, c'est-à-dire un endroit où on doit être protégé, avec un casque, etc. Là, on se retrouve un peu dans un monde virtuel, dans son bureau, bien protégé. Et donc, on peut se demander, est-ce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des technologies qui sont prêtes pour le secteur de la construction? Alors tout d'abord, je vais essayer de vous introduire au concept de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et de la réalité mixte. Donc je vais vous expliquer ce que sont ces termes. Ensuite, on va se poser la question de quelle technologie pour quelle phase constructive. Alors, que sont AR, MR et VR? Eh bien, si on symbolise en réalité le spectre complet qui va de euh, j'ai 100% de réalité tout à gauche, donc c'est le monde dans lequel on vit en ce moment, excepté évidemment les webinaires vidéo. Eh bien, de l'autre côté du spectre, vous avez ce qu'on appelle la virtualité, c'est-à-dire que lorsque vous êtes complètement immergé dans un environnement virtuel. Ça veut dire que tout ce qui est autour de vous est virtuel, donc en général on utilise un casque de réalité virtuelle pour s'immerger dans ce genre de monde. De l'autre côté du spectre, là où on est très proche de la réalité mais on rajoute quelques informations, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. La réalité augmentée, elle permet donc de rajouter quelques informations supplémentaires à la réalité. En général, c'est ce que l'on expérimente lorsque l'on a un smartphone et qu'on rajoute des informations par-dessus la caméra du smartphone. Un autre exemple, c'est le GPS qui est sur les Mercedes assez récentes, où vous avez une espèce de vue à la Google Street View qui est créée en fait par une caméra à l'avant de votre véhicule, et puis vous voyez les indications pour tourner, aller à gauche, etc., qui sont directement mises sur cette caméra et non plus sur une carte, ce qui permet donc d'être dans la situation réelle et de voir en réalité où est-ce qu'on doit tourner. Et puis ensuite, il y a un peu l'idéal, c'est ce qui pour nous a le plus de potentiel dans le cadre de la construction, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte, qui est une sorte de réalité augmentée sous stéroïdes, ou en tout cas une réalité augmentée qui serait réellement développée, où on pourrait complètement superposer la réalité et le monde virtuel avec une précision de l'ordre du centimètre, millimètre, etc. Ce qui permettrait donc de réellement vérifier le placement d'objets, faire des tests de tolérance, etc. Là où la réalité augmentée aujourd'hui a une précision qui reste quand même relativement limitée. Donc ça, c'est l'idée du spectre. Bien évidemment, le cloisonnement de ces technologies n'est pas aussi clair que ça en réalité, hein, puisqu'on peut avoir un petit mélange des deux. Et puis, on peut passer forcément de cette zone-ci, qui est à gauche, à cette zone-ci progressivement. Et donc, la limite entre la réalité augmentée et la réalité mixte peut être un peu floue. Et la limite également entre une réalité mixte et une réalité virtuelle, dans laquelle il y aurait juste une ou deux informations complémentaires, peut également être relativement floue. Donc si je devais résumer, la réalité virtuelle, c'est le fait de s'immerger dans un environnement simulé, donc c'est une technologie qui a notamment été très fort développée dans les jeux vidéo et qui est très utile pour deux moments clés, surtout en formation et alors également en phase de conception éventuellement. Euh, un autre aspect, donc la réalité mixte, c'est réellement l'idée de mettre ensemble le monde virtuel et le monde réel, et c'est l'idée qu'on puisse interagir avec des objets numériques en temps réel, et donc par exemple un objet qui cacherait quelque chose dans la réalité, ça doit fonctionner également
dans le monde virtuel. Et puis la réalité augmentée, qui est plutôt l'idée de rajouter une petite couche d'information supplémentaire, légère, à ce qu'on voit à travers la caméra, afin d'ajouter quelques informations. Ça peut être des températures qui sont données par des capteurs, ça peut être des informations sur tiens, je me balade en rue, tiens, cette maison est à vendre ou pas. Voilà, ça peut être ce genre d'informations. Maintenant qu'on sait un peu plus ce que sont la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité mixte, on peut se poser la question de quelles sont parmi ces technologies leurs usages et surtout à quel moment on va pouvoir utiliser ces technologies dans le processus constructif. Il faut se dire en fait qu'on n'est pas du tout les premiers à se poser cette question, hein, puisque déjà dans un document qui date de 2016, le Forum économique mondial listait un peu les technologies qui étaient, selon eux, très importantes pour le développement de l'industrie de la construction. Et on y voit donc plusieurs thématiques, hein, les interfaces utilisateurs et les applications, le développement de logiciels, de plateformes et de moyens de contrôle, et puis les moyens de numérisation des objets physiques, etc., ou d'information. Et donc, la réalité virtuelle est dans une de ces sous-catégories, et donc elle s'intéresse plutôt à l'interface utilisateur et aux applications, et on y voit deux parties, la partie simulation et réalité virtuelle, plutôt dans les premières phases de la chaîne de valeur engineering et construction. Et puis sur le deuxième aspect, on voit plutôt ce qu'ils appellent des Mobile Interfaces and Augmented Reality, donc c'est clairement la réalité augmentée avec des smartphones. Et bien celle-ci, elle s'intéresserait plus aux aspects de phase de construction et d'opération. Et donc ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc la seule différence, c'est qu'eux, ils ne font pas forcément de distinction entre la réalité augmentée et la réalité mixte. Comme je l'ai dit, c'est assez similaire. La seule idée, c'est que la réalité mixte est beaucoup plus précise que la réalité augmentée. Et d'ailleurs, bah, c'était pas les seuls à se poser ce genre de questions, puisque l'année passée, déjà, le CSTC avait aussi fait une publication dans laquelle on détaillait un peu notre vision de ces technologies, et donc de manière assez similaire, nous on estime que la VR, elle peut être utilisée plutôt en phase de conception et d'engineering, plus en phase évidemment d'entraînement ou de formation, ce qui est un petit peu en dehors du processus constructif, mais qui est toutefois très intéressant dans le monde de la construction. En général, on considère que les applications de réalité virtuelle sont très utiles à être développées dans des cas où on est dans des environnements où on joue avec des objets très grands. Ça peut être le cas d'une grue, par exemple. On est dans des environnements où faire des erreurs coûterait très cher, donc ça pourrait être tester une installation de machine qui est excessivement onéreuse, où on devrait bloquer la circulation pendant des semaines, etc. Et enfin, lorsque on est dans des cas où la situation d'entraînement est relativement dangereuse, et donc en réalité virtuelle, on est dans un environnement protégé, ce qui permet de ne pas avoir de ce genre de soucis. Donc par exemple, entraînement de travail à grande hauteur. Si on tombe en réalité virtuelle, eh bien ce n'est pas un risque. Là où si on tombe en réalité, on peut se blesser. Et donc ça reste beaucoup plus problématique. Ensuite, la réalité mixte pour les phases de plutôt de construction. Là, l'idée c'est qu'on puisse mélanger ce qui se fait à la fois sur site et puis le modèle projeté. Et enfin, la dernière partie, ce serait pour les phases d'opération, la réalité augmentée, où là l'idée est bel et bien de rajouter une couche d'informations sur ce qu'on a. Ça peut être des capteurs, ça peut être des informations annexes sur l'entretien des objets, des extincteurs par exemple. Donc voilà, et donc un peu l'idée de base, bien sûr, il y a toujours des cas qui sortent un peu de ce cadre, c'est que lorsque l'on a pas, on n'a rien dans la réalité et qu'on a un modèle virtuel, ben on va plutôt être en réalité virtuelle. Et avec le temps, plus on aura d'informations en réalité et moins on aura besoin
des informations virtuelles pour les compléter, et plus on va s'orienter vers une réalité augmentée où on a une majorité d'informations qui sont dans le monde réel, et puis quelques informations supplémentaires qui sont ajoutées à celle-ci. Comme je l'ai dit, le CSTC, ça fait déjà quelques temps qu'on travaille là-dessus, et c'est une technologie qui a évolué assez vite, hein. La première vidéo qu'on voit à gauche, c'est lorsque je suis arrivé au CSTC, donc il y a un peu moins de 2 ans, voilà, on pouvait afficher des objets en 3D sur base d'un marqueur. Alors, il y avait bien évidemment des technologies qui permettaient d'aller un peu plus loin, mais c'était un peu voilà, notre niveau de maîtrise au début, forcément, puisque on doit également s'entraîner. Si je teste une détection d'objet, on voit que c'est pas fonctionnel directement, voilà. Et puis quelques mois, ou je dirais un maximum 1 an après, on était capable déjà de développer plutôt alors des applications avec un réel interface où on utilise donc ce qu'on appelle les frameworks, hein, qui sont des sortes de fonctions déjà développées par les développeurs de logiciels, afin, par exemple, dans ce cas-ci, d'afficher un détail constructif en réalité augmentée, ce qui permet, en fait, avec son smartphone, de toujours se déplacer avec une série de détails constructifs qu'on peut visualiser en 3D, qu'on peut également agrandir, et on peut tourner autour, un peu comme lorsque l'on filme réellement un objet, sauf que là, ben, l'objet qu'on filme n'existe pas, il est juste visible sur l'écran. Et puis, le dernier cas, c'est un logiciel qui s'appelle Unity Reflect, qui est un logiciel spécifique pour le monde de la construction. Donc, il faut se dire que maintenant, on commence à développer des applications réalité augmentée, réalité virtuelle, spécifiques pour le monde de la construction, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Et donc ici, sur base d'un modèle BIM, on peut directement, sans travail complémentaire, l'envoyer sur le cloud, où il va y avoir une optimisation qui se fait. Et puis ensuite, sur sa tablette, sur son téléphone ou sur un ordinateur, on peut, à l'aide d'un viewer, télécharger le modèle. C'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Donc c'est la première fois que le modèle était ouvert. Et on peut le visualiser directement, donc, sur une tablette. Dans ce cas-ci, le modèle, c'est un modèle type euh, de, de Revit, mais on voit que donc on peut interagir, se déplacer, aller à l'intérieur du bâtiment si nécessaire. Donc là, le modèle a été placé sur une table, hein. Là, je peux l'agrandir, le rendre plus petit. Il est même possible donc de l'agrandir au maximum pour ensuite simuler une sorte de visite à l'intérieur. Euh, mais évidemment, ça par contre, ça laisse encore un petit peu à désirer puisque du coup, il manque un certain nombre d'informations pour que le tracking soit réel. Mais on voit ici, donc on peut se déplacer, on peut tenter en tout cas de se déplacer dans cet environnement. Passons à la réalité virtuelle plus spécifiquement. Et donc on a dit la réalité virtuelle, c'est plutôt pour des phases de construction, design, évaluation, collaboration. Donc plutôt le début du processus, hein, ça peut être des phases de reviewing également. Et donc on a l'exemple à droite d'une visite virtuelle d'un appartement. Donc là l'idée c'est de montrer qu'on peut également interagir avec les objets, mais surtout on peut faire des choix. Allumer, éteindre les lumières, montrer un modèle de chaise ou un autre. Alors bien sûr, c'est pas directement utile pour le monde de la construction, mais le principe est on peut visualiser différents choix. Et ça montre aussi que ça permet à des gens qui n'ont pas d'habitude une expertise en visualisation 3D, qui ne savent pas se projeter, de voir à quoi ça pourrait ressembler. Donc pour un client, par exemple, c'est très intéressant. Un autre choix qui va être fait ici, c'est donc la lumière évidemment, mais ensuite on peut changer la texture du carrelage. Et donc voilà, la texture du sol, etc. Donc ça montre clairement l'idée qu'on puisse visualiser plusieurs choix et éventuellement valider certains choix qui correspondent plus soit à des décisions techniques, soit à des décisions du client par rapport à ce qu'il voudrait avoir dans sa future maison. Pour l'entraînement, on a un cas ici dont on a le fichier d'exemple, c'est la formation d'un ouvrier à la construction d'une colonne structurelle. Donc voilà, donc ça c'est un exemple qu'on n'a pas créé nous, hein, qui vient de l'international. Et l'idée n'est pas forcément que l'utilisateur fasse chaque euh,
allez, chaque étape de manière très précise, on le voit, hein. Mais l'idée, c'est qu'ils se souviennent des différentes étapes. Et tous ces principes de formation se basent sur le fait qu'en fait, la formation et l'entraînement actif est beaucoup plus efficace que lorsque l'on est derrière un bureau juste à prendre des notes. Et donc là, l'idée, c'est que la personne peut s'entraîner et le faire en réalité virtuelle, ce qui coûte évidemment moins cher et ce qui surtout prend moins de place que de le faire sur site. Et dans ce cas-ci, est aussi moins difficile physiquement, hein, puisque la personne a juste à sélectionner les objets et les placer. Où en réalité, il faudrait porter euh, ou justement être plusieurs personnes pour soutenir les structures qui peuvent être un peu plus lourdes. Autre cas, donc la réalité mixte, comme je l'ai dit, la réalité mixte, c'est une sorte un peu d'idéal c'est un peu le futur de la réalité augmentée, hein, qui est pas encore complètement prêt, mais il y a quand même des tests et des exemples. Ici, c'est le cas du casque d'Acri, donc il y a un casque spécifique pour la construction. L'idée, c'est d'avoir une sorte de casque de réalité mixte, mais intégré de, à un casque de chantier. Et l'exemple de droite, ici, c'est le cas de Xella, que vous connaissez probablement, où Xella, en fait, va utiliser des casques de réalité mixte pour voir les plans de calpinage des blocs silico-calcaires. Alors, de la même façon, hein, c'est en développement. Mais on voit donc, on a un complexe complet sur la droite ici. La personne sur chantier vient avec ses lunettes et elle peut visualiser directement sur site la manière dont les blocs devraient être agencés. Voilà. Et donc on voit donc chaque lettre, hein, c'est un modèle différent de bloc et donc ça permettrait de rendre plus facile en fait l'implémentation de ces blocs sur site. On peut également imaginer qu'on ait des informations complémentaires par rapport au stockage actuel de ces blocs pour permettre à l'utilisateur de savoir directement dans quel tas il doit aller chercher le dit bloc et le placer au bon endroit. Juste à gauche, c'est un exemple hein, qui est pas encore très précis, mais qui montre comment est-ce qu'on peut afficher un objet à un endroit précis. Vous voyez que ça bouge un petit peu. Ça dépend énormément de la qualité de l'appareil photo, du smartphone ou de la tablette. Mais voilà, vous voyez que c'est possible et faisable en fait d'afficher un mur, par exemple, à un endroit donné, sur base d'une petite cible, hein, on appelle ça un marqueur. Voilà, autre exemple, Gamma Réalité Augmentée, qui est une application disponible sur le store et un peu sur le même principe. Vous pouvez vous balader dans votre chantier et visualiser en réalité augmentée des informations complémentaires. Alors des applications comme ça, il y en a d'autres, hein. Il y a même des applications belges comme Genivision qui commencent à arriver. Souvent, elles se basent sur le principe de charger un IFC, qui est le format d'échange pour les modèles BIM, et puis de l'envoyer online, et ensuite on peut retélécharger et visualiser. Ces applications sont très intéressantes, mais il faut savoir quand même que la précision n'est pas de l'ordre du centimètre, hein. Vous avez quand même un léger décalage. Alors ça peut être augmenté en replaçant des objets, en prenant des points de référence, mais comme on peut le voir ici, il y a quand même un léger décalage entre parfois la réalité et le monde virtuel. Alors dans ce cas-ci, visiblement, c'est un souci de construction, c'est pour ça qu'ils mettent un commentaire. Mais en réalité, si vous avez un petit décalage de quelques centimètres, eh bien à ce moment-là, il y a de fortes chances que ce soit juste un problème de placement du modèle 3D et pas que ce soit un problème réel d'implémentation et de construction sur site. Et il existe d'autres techniques, hein, par exemple les fameux QR codes, hein. Ici, on a deux QR codes. Donc un qui permet donc si vous le scannez avec votre smartphone, vous serez directement sur un site web qui vous permet de visualiser en VR un modèle BIM, et l'autre qui permet plutôt de le visualiser de manière classique, donc sans partie VR, et vous pouvez même voir les informations qui sont attachées à ces objets. Et puis comme d'habitude, il existe des applications ou des solutions, et dans ce cas-ci, plutôt réalité augmentée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a par exemple une maquette d'un bâtiment où on a des objets sur site et on peut visualiser les informations qui sont données par des capteurs.
Ces informations peuvent être la température, est-ce que c'est en utilisation ou pas, quand est-ce que l'objet a été entretenu pour la dernière fois, etc. Donc plein de choses qui permettraient de gagner du temps sur site. Donc au lieu d'aller voir l'objet, voir sa documentation, etc., à l'aide de la caméra, on reconnaît l'objet, on donne des informations dessus et on peut de cette façon gagner du temps. Alors au CSTC, on a commencé également à tester, à développer des petites applications. Donc ici, c'est une version qui a évolué depuis, mais c'est l'idée de visualiser un radiateur, plusieurs modèles de radiateurs sur site. Alors là, il y a un léger décalage. Heureusement, ça a été corrigé. Mais l'idée, c'est que voilà, avec son smartphone, on peut montrer au client, ben voilà, je vais vous installer un radiateur. Ben, vous voulez quel modèle, à quoi il va ressembler, où est-ce que le, les tuyaux vont arriver, etc. Une fois que le choix est validé, on peut l'acter et ainsi le client a vu un peu à quoi ça ressemblait au-delà d'un simple croquis, d'un dessin ou d'un plan. Et en réalité, il y a plein de cas qui existent dans le monde de la construction ou en dehors, hein. Le premier exemple qu'on voit en haut à gauche ici, c'est le cas d'une maquette de moto, voilà, et on fait de la détection d'objets, donc il est capable de reconnaître les différentes parties de la moto et ensuite donner des informations comme comment ça se démonte, etc. Alors un autre cas, c'est le cas du milieu ici, c'est le cas de Autolift, euh, donc qui est une entreprise qui fait des montes escaliers à l'aide d'une application spécialement développée et de marqueurs qui sont placés sur les marches d'escalier et sur la structure. Eh bien, on est capable de visualiser le futur monte-escalier sur l'escalier. On peut même imaginer que des calculs sur la faisabilité ou non se fait, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ça permet à l'utilisateur de se rendre compte de la place et de l'encombrement que va prendre ce monte-escalier dans son futur logement. Des applications similaires dans le monde de la construction pourraient être faites avec des éléments de plomberie, hein. Donc là, je montre un exemple où j'ai plusieurs marqueurs, un qui porte le lavabo, et puis d'autres pour les horizontales et la pente maximale d'un élément de plomberie. Et donc on pourrait se dire, ben voilà, vous placez un objet et on calcule automatiquement si vous êtes dans cet angle qui permet un écoulement correct des canalisations. Et donc tout ça, on le visualise directement sans devoir prendre des mesures. Alors ça ne permet pas encore d'avoir une précision qui fait qu'on n'a plus aucune mesure à prendre, mais ça permet rapidement de valider ou d'invalider une option en voyant, ben voilà, ça marche pas, ça c'est sûr. Le cas en haut à droite, c'est un cas qu'on a un petit peu traité en réalité. Donc c'est l'idée qu'aujourd'hui, euh, avant il y avait en fait énormément de travail pour passer des modèles 3D à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Aujourd'hui, donc il y a plusieurs outils qui existent et qui permettent justement de faire ces imports ou ces transformations de données, ce qui permet assez rapidement de développer un exemple comme celui-ci, hein. Donc vous avez des plans en réalité augmentée, vous avez un plan d'un bâtiment, et lorsque vous le scannez, l'objet reconnaît ce plan et y affiche des informations supplémentaires. L'autre cas, en bas à gauche, c'est le cas assez connu de IKEA. IKEA qui a des catalogues qui servent en fait de marqueurs pour y afficher les futurs modèles de mobilier, ce qui permet de la même façon, un peu imaginer et visualiser à quoi ça va ressembler. C'est d'autant plus utile dans un contexte comme aujourd'hui, hein, où on ne peut pas aller forcément dans les magasins comme on le veut, et donc là, ça permet quand même de se dire, ok, ça ressemblera grosso modo à ça, ça prendra telle place, voilà. Évidemment, certains aspects de la matérialité, du rendu, des textures, comment ça, on le touche, etc., ça va pas être pareil, et c'est pas le but, hein, mais on a déjà au moins une première idée de est-ce que ça correspond ou pas à nos besoins. Et puis un autre exemple en bas, donc c'est un autre exemple avec le HoloLens où on voit une visualisation sur site des techniques futures qui seront installées. Voilà, et donc la question en fait qui se pose, c'est et le futur, c'est quoi la suite? Eh bien, la suite, elle va, je dirais, un peu dépendre de vous. Parce que la réalité augmentée, la réalité étendue, ce ne sont jamais
que des outils. Alors des outils utiles, hein, des outils un, qui ont un intérêt, mais les outils, ça dépend toujours de ce qu'on en fait. Et donc la réalité virtuelle, elle permet de visualiser des objets avant qu'ils soient construits. La réalité mixte, pardon, elle permet de combiner le monde réel et le monde virtuel ensemble. Et la réalité augmentée, elle permet de rajouter de l'information ou de documenter des objets qui existent en réalité. Et donc, moi, ma question, c'est évidemment, ce ne sont que des aides, ce ne sont que des outils, des technologies, et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Et pour ça, il faut savoir de votre côté quels sont vos besoins, à quel moment, qu'est-ce que je dois visualiser, pourquoi. Est-ce que ça pourrait être utile d'avoir une évaluation rapide de à quoi ça va ressembler avant de s'embêter à faire une visualisation complète? Un autre intérêt, c'est que si vous avez des objets standardisés, comme des radiateurs, des fenêtres, etc., pour donner ou offrir une visualisation au client sur site, vous n'avez pas à modéliser sa maison, vous avez juste à placer l'objet dans cet environnement. Et de la même façon, est-ce que vous voyez un cas pratique d'usage où ces technologies pourraient être utiles? Et si c'est le cas, ben, je vous invite à nous contacter parce que nous, on peut offrir de l'aide, mais on peut aussi essayer de faire des tests pour voir ce qui pourrait être faisable. Et si on estime que le cas est utile, on peut même commencer du développement pour tenter une première version, par exemple, d'une application. Ça, c'est tout à fait possible. Et de cette façon, pour également aller plus loin, je propose donc de terminer ce webinaire par un cas pratique, le cas pratique de l'atelier Moneo qui utilise des technologies de visualisation dont la réalité augmentée ou la réalité virtuelle pour, pour leur travail un peu, alors je ne vais pas dire au quotidien, mais en tout cas de manière très récurrente, ils utilisent ces technologies pour pouvoir visualiser à la fois pour eux, mais aussi pour leurs clients, leurs projets, et puis parfois même, ça les aide directement dans la conception. Et donc je vais laisser la parole à Benoît pour la suite de ce webinaire. Donc la VR, c'est vraiment pas notre cœur de métier et on a aussi la particularité d'être une très petite structure. On est 4 personnes et donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir montrer que la VR, ben voilà, c'est pas dans des grosses structures, on peut mettre ça en place dans des petits bureaux. Alors voilà, nous, le gros enjeu qu'on a et qui dépasse la VR, on travaille beaucoup avec le digital parce que dans le patrimoine, c'est vraiment des dossiers où on a énormément d'informations et où on a énormément de relations avec des partenaires externes, qui soient historiens, archéologues, les centres de recherche, les universités, les bureaux d'études. Et vraiment, tout au long du parcours dans le dossier patrimoine, on attache une grande importance à la manière dont on va capter l'information, comment on va récupérer l'information de ces différents partenaires, mais aussi, vous allez le voir, comment on va capturer la réalité, comment on va pouvoir traiter toutes ces données, parce que c'est bien beau d'accumuler toute une masse de données, mais il faut pouvoir les traiter. Et puis, pour améliorer la qualité de nos projets, on a vraiment un grand focus sur notre capacité à partager cette information. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans les bureaux d'architecture, dans les différentes phases d'un projet de construction, mais qui n'arrive pas à percoler entre les différents partenaires. Et nous, on essaye vraiment de travailler là-dessus. Notre bureau a pour vocation d'un peu décloisonner notre métier et on essaye avec le digital de transmettre de manière efficace les informations à nos différents partenaires. Et donc, comme je vous le disais, on ne fait vraiment pas que de la VR. Nous, au niveau justement de la captation, de la collection des données, on développe des petites applications sur des tablettes pour faire par exemple des études sanitaires sur site et bien structurer les données qu'on va récolter. On fait du relevé numérique haute définition, donc du scan 3D. Vous allez le voir, c'est important parce que pour nous, le scan, la photogrammétrie et la VR, ça nous apporte pas mal de choses. Et donc là, c'est vraiment le domaine, c'est comment on va capturer le domaine du visible. Et puis, on a aussi tout un domaine qui est capturer l'invisible, où là, on travaille avec des sondes qui sont montées sur des systèmes Arduino et qui nous permettent de capter la température, l'humidité des matériaux. Et donc,
Par la suite, on va arriver dans cette grande phase qui est le traitement des données, où là, on va essayer d'un peu d'avoir une lecture intelligente de toutes ces données collectées ou des données qu'on nous a transmises. Et pour ça, nos applications vont pouvoir faire les traitements les plus simples. Et ensuite, au niveau des nuages de points qu'on a acquis au niveau des scans 3D, on va aussi pouvoir les analyser, vous le verrez plus loin, et les placer dans de la VR. Et puis, on va pouvoir aussi localiser, spatialiser les informations, parce qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des scans, on n'est plus obligé de ranger des informations dans les dossiers de son ordinateur, on va pouvoir de plus en plus les localiser. Et ensuite, il va y avoir toute cette volonté de pouvoir partager l'information. Et là, aujourd'hui, on partage nos nuages de points en ligne par le web avec des applications qui sont assez simples et pour des domaines spécifiques. Mais on essaye aussi d'avoir, vous le verrez, une approche plutôt de plateforme où là, on va essayer d'organiser l'information et de transmettre plusieurs informations. Et puis une activité de production où on fait des petites expériences VR, des petites vidéos à partir du matériel digital. Mais tout ça tourne autour de la restauration du patrimoine. On essaie vraiment que cette démarche améliore la qualité de nos projets. Alors, ce qui est très très important, parce que vous allez voir que notre bureau, on utilise pas mal de technologies digitales, des technologies qui sont très efficaces comme la photogrammétrie aujourd'hui qui nous a révolutionné nos pratiques, et puis des domaines comme la VR qui sont plus exploratoires. Pourquoi? Ben, on le voit, la VR, là, ça commence, c'est quand Facebook s'y met en 2014, puis Vive avec HTC en 2016. C'est une technologie qui est très très récente, donc peu de personnes sont équipées. Donc, il y a des grosses évolutions aussi, et ça, il faut le considérer. Chez nous, c'est vraiment un domaine, c'est pas du tout un domaine rentable du bureau, c'est vraiment un domaine qui est exploratoire, et on voit un peu ce qu'on peut faire avec cette technologie. Voilà. Et donc, nous, c'est en 2018 qu'on s'est mis à faire de la VR. Et en fait, c'est de la découverte combinée de deux choses. C'était déjà le premier Oculus qu'on a acquis, mais aussi l'utilisation de la plateforme Unreal, qui est une plateforme de jeu. Et ça, je crois que c'est assez important aussi de le considérer, c'est que la plupart des choses qui se font aujourd'hui dans le domaine de la VR sont issues du domaine du jeu vidéo pour les applications les plus avancées et qui manquent sans doute encore d'applications spécifiques pour le domaine de la construction. Et donc nous, ben voilà, on voit que cette volonté de faire de la VR, de l'immersion, ça existe déjà dans les années 60, il y avait le Sensorama qui devait transmettre le son stéréo, des arômes, du vent et tout ça. Donc on voit, il y avait cette volonté d'avoir une immersion la plus précise possible. Et moi, dès que j'ai utilisé les premiers casques, là, je vous ai mis deux applications qui, pour moi, m'ont convaincu de la puissance de la VR. C'était notamment Google Earth en VR, qui est très, très impressionnant quand on l'utilise. On peut survoler la planète entière, plonger dans les villes, dans des rues. Nous, on l'utilise dans nos phases projets pour explorer des sites, parfois des zones qui sont inaccessibles. Donc, on va utiliser Google Earth. Et puis, une autre application qui avait été développée par la BBC et que j'ai trouvé très intéressante dans l'approche hypermédia, où en fait, ils ont repris des enregistrements des bombardements sur Berlin dans un avion et ils ont reconstitué une réalité un modèle 3D animé, une scène 3D où on va être en immersion avec le casque. Et c'est vraiment quelque chose qui est interpellant, un nouveau rapport à l'histoire et tout ça, et qui montre tout le potentiel que peut avoir la VR dans cette dimension de l'immersion, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui nous a convaincus et qui nous convainc de passer autant de temps à développer de la VR, c'est que cette sensation d'immersion est importante et assez impressionnante avec la VR. Là, c'est le premier projet en 2018. En fait, je vous le montre là, c'était une photogrammétrie de la maison du meunier au Rouge Cloître et on s'était amusé à mettre dans la plateforme de jeu Unreal différentes photogrammétries qu'on avait réalisées à Bruxelles et on pouvait se balader entre les bâtiments. Alors, dès le début, on a été confronté à un problème qui est assez spécifique parce que François parlait de la volonté de voir ce qui n'existe pas encore avec la VR. Nous, c'est aussi de capter précisément de l'information et d'y avoir facilement accès. Et donc, c'est quelque chose auquel on accède avec la photogrammétrie et le scan 3D.
Mais évidemment, c'est toujours des fichiers de très grande dimension. Ici, on a le nuage de points d'une ferme dans les Ardennes, c'est un nuage de points de 12 gigas. Et donc, ça nécessite toujours d'avoir, pour pouvoir voir ça, déjà sur un ordinateur et plus spécifiquement en VR, du matériel informatique très puissant, si on veut le partager, des bandes passantes avec beaucoup de débit. Et donc, on est vite limité. Et donc, on va voir qu'on tombe très vite dans l'optimisation des modèles, dans la segmentation des modèles, dans la voxelisation. Ça veut dire qu'on va devoir à un moment réduire l'information pour alléger la taille de nos modèles, pour pouvoir les mettre en VR et les partager. Et donc ici, c'est l'exemple. Ici, c'est un élément en pierre de taille et on va devoir simplifier le modèle et travailler sur la texture pour essayer d'optimiser l'expérience. Et c'est chaque fois en fonction de la finalité du projet qu'on va adapter nos modèles. Mais une fois qu'on maîtrise tout ça, d'ailleurs là en arrière-plan, vous voyez, c'est une voxelisation. Ça veut dire que tout le monde sait dans les images ce qu'est un pixel. Le voxel est ce qu'est le pixel à la 2D. Ici, on voit la ferme qui est grossièrement voxelisée. Et une fois qu'on maîtrise un moment ces paramètres-là, on va voir qu'on peut utiliser la VR tout au long du projet. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer sur un projet spécifique. C'est un peu le laboratoire du bureau, c'est une ferme classée dans les Ardennes qui est située dans la vallée de la Semois. Une ferme du XVIe siècle et où on a essayé et on continue d'essayer d'appliquer différentes techniques ici, notamment on voit le mesh du nuage de points, mais qui est déjà simplifié. Donc voilà un des éléments qui fonctionne assez bien. Comme je vous le disais, c'est qu'on fait de la photogrammétrie, du relevé haute définition. C'est une ferme qui se situe, comme je vous l'ai dit, dans la vallée de la Semois, c'est 2 heures de route depuis le bureau. Eh bien, une fois qu'on a notre photogrammétrie et qu'on peut la mettre en VR, on va voir qu'on peut explorer le modèle avec cette sensation de 3D. C'est pour ça que je vous ai mis finalement les 2 images qui sont rendues dans le casque, une pour chaque œil, et on va avoir vraiment cette sensation de profondeur quand on va se balader dans le modèle, et vous pouvez voir sur l'image qu'on a accès à un certain niveau de détail. Et donc là, on a vraiment capturé la réalité et on va pouvoir consulter le modèle pour accéder à l'information. Ensuite, ça c'est vraiment la captation de données. Je vous ai aussi parlé que le traitement de données était important. Ici, je vous montre un exemple. On est toujours dans la même pièce où on a fait un relevé haute définition. C'est la cuisine de cette ancienne ferme et où il y a des gros problèmes d'affaissement des poutres et des planchers. Et donc là, on a calculé dans le nuage de points une height map, donc une carte de niveau des nuages de points, et on voit que ces informations, on va pouvoir les envoyer aussi en réalité virtuelle pour explorer cette pièce et vraiment regarder, se déplacer dans l'espace et bien analyser les endroits où le plancher est descendu, donc des choses qui ne sont pas facilement visualisables sur place, ou alors il faut prendre des tas de niveaux. Là, très facilement, dans la réalité virtuelle, on va pouvoir les explorer. Ensuite, au niveau des études préalables, c'est ce que je vous disais, on reçoit plein d'informations et donc nous, à ce stade-ci, c'est encore un peu un idéal qui n'est pas facile à atteindre parce qu'on n'a pas tous les outils à disposition, mais nous, c'est d'aller vers ce clone numérique, c'est de pouvoir structurer l'information et essayer qu'elle sorte de nos dossiers de notre ordinateur pour être dans des modèles numériques, pour qu'elle puisse être accessible à l'ensemble de nos partenaires. Et donc, l'objectif, c'est vraiment ce digital twin, ce clone numérique. Et en arrière-plan, on peut voir un rendu du nuage de points. Et donc ici, vous pouvez voir un exemple, si vous scannez le QR code, c'est qu'en fait, bien qu'on capte l'information en 3 dimensions, à ce stade-ci, pour partager l'information avec nos différents partenaires, on passe souvent par la production d'images 360. Ça permet d'avoir moins de données à transférer et de pouvoir avoir un plus grand panel de données à partager. Donc, on va avoir des images 360 dans lesquelles on peut placer des hotspots qui sont des sortes de boutons et grâce auxquels les gens vont pouvoir accéder
à l'information. Et donc, cette plateforme, elle est accessible avec votre téléphone, avec la fonction gyroscope. Donc, c'est un peu comme François le montrait en réalité augmentée. Si vous testez, vous le verrez, on peut se balader dans les différentes pièces. On va avoir accès aux images 360, mais à d'autres informations. Et paramètre important, cette application est accessible avec un casque de réalité virtuelle. Et donc, si vous êtes chez vous, vous avez un Oculus Quest ou un autre, il suffit d'aller dans un explorateur, de taper l'adresse que vous pouvez voir sur l'écran, le lien Bitly, et vous allez avoir accès en VR à cette application. Comme je vous le disais, dans cette application, on va pouvoir avoir accès à des images. Et c'est déjà très intéressant. Ici, c'est des images qui sont issus du scanner. Le scanner va calculer tous les points, mais quand on fait des tours supplémentaires lors de la phase de scan, on peut scanner, on peut prendre des images et on arrive à avoir vraiment des photos haute définition. On peut le voir, là j'ai fait un zoom où on voit vraiment un détail au niveau d'un encadrement de porte où on voit très bien le mortier, on voit les pathologies sur le bois. Et donc on voit, voilà, il y a pas mal d'informations qui sont reprises dans ces images. Maintenant, ces scanners, nous au bureau, ben, c'est des outils qu'on loue. Hein. Un Faro Focus, je crois, on est aux alentours des 50 000 euros. Et donc, c'est quand même des gros investissements. Donc, nous, on loue ces scanners. Mais quand on n'a pas le scanner, on travaille aussi avec un réflexe full frame. Ça veut dire, c'est des appareils photo à peu près comme on en trouve. C'est devenu beaucoup plus accessible qu'avant, mais c'est des appareils photo avec des grands capteurs. Comme ça, on peut capter beaucoup d'informations. Et avec une rotule panoramique, on va pouvoir prendre des photos à 360 degrés et les réassembler. Ensuite, je vous ai montré au début l'image. Là, vous l'aviez déjà vu sur une des premières slides. Avec le scanner, on a le nuage de points. Et le nuage de points, on va aussi pouvoir le visualiser à 360 degrés. Ici, c'est le modèle 3D. À partir du nuage de points et de la photogrammétrie, on arrive avec des programmes à croiser ces informations pour avoir un relevé vraiment haute définition. Et ici, j'affiche le modèle 3D. Donc, c'est vraiment, je peux envoyer ça, on a des imprimantes 3D, je peux envoyer ça sur une imprimante 3D pour imprimer de manière détaillée cet espace. Et alors, on peut aussi l'utiliser dans des expériences VR parce que ce modèle, on peut le texturer. Donc là, c'est pas une image 360 degrés, une prise de vue, c'est vraiment un modèle 3D texturé que vous pouvez voir sur cette photo. Et donc voilà, je vais rapidement vous montrer à quoi ressemble la plateforme. Donc là aussi, ben, si certains sont arrivés, ben, on arrive ici dans la plateforme et on peut se déplacer. Ici, je le fais sur mon écran parce que ça ne servira à rien de le faire à ce stade-ci dans le casque, mais si des gens ont un casque, je vous invite à tester, ça marche très très bien. Et là, je peux avoir différents boutons qui me permettent d'accéder à de l'information. Ici, si je prends le nuage de points, on voit que je peux me balader et regarder la vue du plafond avec le calcul de hauteur dont je vous avais parlé. On va pouvoir aussi, en se déplaçant, ajouter d'autres informations. Ici, par exemple, un des derniers habitants de la ferme était un maçon et j'ai retrouvé une ancienne vidéo sur sa pratique. On voit qu'on peut mettre de l'information, des vidéos, dans ce modèle. Alors, plus intéressant, on peut aussi, si je vais ici, proposer de voir le projet. Donc ici, si je clique sur le projet, je me retrouve au même endroit et je peux voir la vue du projet qui existe sur le site. Et puis ici, dernier point, je vous en avais parlé, on peut voir, par exemple, le nuage de points. Vous voyez, je me déplace, je peux zoomer dans le modèle. Ici, je suis par exemple dans la chambre. Vous voyez que cette vieille ferme nécessite une belle restauration et on peut observer le projet de la chambre en cliquant sur le bouton.
Et donc voilà, et tout ça est accessible en VR. C'est pour ça qu'un des soucis, c'est qu'on n'a pas toutes les options en VR. Normalement, dans ce programme-là, on peut afficher du texte, on peut afficher les images, ça fonctionne bien, mais le texte, c'est plus difficile en VR, mais ça marche bien sur la plateforme web. Mais ça montre à quel point voilà, certains outils doivent encore être développés dans le monde de la VR. Je repasse sur ma présentation. Et donc là, je vous ai déjà un peu montré, mais sur la phase projet, là, je vous avais montré les premières phases au niveau des études préalables. Sur la phase projet, on va fonctionner de la même manière. Donc là, on a la vue existante et puis on peut proposer la vue projetée. Et donc, comme le disait François, pour valider des choix de conception, c'est vraiment intéressant parce que on peut travailler dans le modèle, mais une fois qu'on est en immersion en VR, ça permet de vraiment capter l'échelle des choses et de pouvoir encore corriger le projet. Et alors, on a deux types. Ici, c'est une vue panoramique. Donc, quand vous êtes dans l'espace en réalité virtuelle, c'est comme si vous aviez une grande sphère autour de vous et on plaque l'image comme une texture, mais on n'a pas vraiment une sensation de profondeur. Mais aujourd'hui, dans Unreal Engine, et ici c'est fait avec Twinmotion, mais qui fonctionne sur la plateforme Unreal Engine, on peut produire des panoramiques 3D. Ça veut dire qu'on va produire deux images panoramiques, une pour chaque œil avec un léger décalage, et ça permet de recréer la vision stéréoscopique et donc de donner la sensation de profondeur dans la 3D. Si vous allez sur la plateforme que je vous ai montré, que vous allez voir les images du projet, c'est toutes des vues 3D, et donc où en fait on produit deux images, et vous allez voir que vous aurez une sensation de profondeur dans l'espace malgré le fait que ce soit une vue à 360. Ensuite, au-delà de la plateforme, là c'est dans Twinmotion, on va pouvoir se déplacer dans l'ensemble du modèle. C'est au niveau du projet, c'est vraiment intéressant. On peut voir que c'est animé. Là, vous voyez qu'on peut mettre des animaux qui bougent, on peut vraiment animer l'espace. Autre élément intéressant, c'est qu'on peut changer l'heure de la journée. Donc, si on oriente bien son bâtiment, on peut faire des simulations d'ensoleillement. Comme le disait François, c'est pas facile de faire un webinaire sur la VR parce que on peut vous montrer que des vues assez réduites de ce qui se passe dans le casque. Mais voilà, là vous pouvez, on a fait vite un petit test. Là, vous verrez, le personnage n'est pas bien programmé, il rentre dans la cuisine. Mais voilà, vous pouvez voir qu'on peut explorer l'ensemble du projet, se déplacer un petit peu partout, et c'est vrai que ça marche super bien. Moi, quand je monte ce projet et tout ça, que ce soit avec des clients, avec des gens qui sont engagés dans le projet, c'est voilà, les gens sont vraiment en immersion. Alors, ici, c'est le secteur de la construction. Comme l'a dit François, nous, on est plutôt dans les phases de conception où on va utiliser la VR et dans les premières phases du projet. Au niveau des aspects techniques et de l'exécution, on va quand même pouvoir, toujours au stade de la conception, mais analyser des détails. Ici, c'est un petit modèle qu'on a mis en place qui nous permet de placer dans un espace de réalité virtuelle des détails. Ici, c'est un châssis qui est fortement grossi et sur lequel c'est des châssis sur mesure qu'on fait dans le patrimoine, et on peut analyser en détail la position des joints et les différents détails du châssis. Et c'est un système qu'on avait développé quand on nous avait demandé de restaurer un Christ. Là, c'est un autre projet, mais comme ça, vous pouvez voir, on avait réassemblé les fragments d'un Christ, c'est le Christ du calvaire de Dilegem. Et là, on voit que dans le travail de recomposition, on avait pu manipuler le Christ, voir à un moment les endroits où il manquait certaines pièces, réfléchir à des systèmes de renforcement. Donc voilà une des applications concrètes de la VR, parce que c'est un Christ en fonte, donc dans la réalité, ce serait fort difficile de le déplacer avec autant d'aisance. Et alors, je crois que ça vaut la peine dans une présentation comme celle-ci de parler aussi des petits couacs, parce qu'à ce stade-ci, avec la VR, il faut être patient parce qu'il y a souvent des petits couacs.
Là, par exemple, c'est quelque chose nous qu'on utilise couramment avec nos partenaires. C'est nos nuages de points sont partagés sur le web sur un système qui s'appelle le système Poterie et qui est très puissant parce qu'il permet d'afficher des très gros nuages de points avec un système. C'est un système en octets. Il va appeler de manière progressive les données. Donc, on ne doit pas charger les 12 gigas que je vous ai montré de données, mais chaque fois qu'on rentre dans le nuage de points, en fonction de la zone sur laquelle on zoome et de la manière dont on se rapproche, l'algorithme du programme va augmenter le nombre de points affichés. On aimerait bien, et là-dessus, on peut calculer des surfaces, faire des coupes, prendre des mesures. Donc, c'est vraiment un outil qui est utile pour les artisans avec lesquels on travaille, qui est accessible, c'est pas compliqué à utiliser. Le souci, c'est qu'on peut l'utiliser en 3D, mais pour le moment, et à ma connaissance, il ne fonctionne pas avec l'Oculus Quest, qui est le casque que nous, on utilise. Il fonctionne avec le HTC Vive. Et donc ça, c'est vraiment un souci qui est assez récurrent parce que pour que les programmes fonctionnent, il faut des mises à disposition, c'est des SDK, des portes d'entrée un peu par rapport à cette technologie. Mais quand il y a des mises à jour, ça ne fonctionne plus. Là, je vous ai montré par exemple de la réalité virtuelle où on pouvait se déplacer dans le projet avec Twinmotion. Mais la dernière version, l'Oculus Quest, ne fonctionne plus. Et donc, il faut travailler avec la version précédente pour pouvoir se déplacer dans l'espace. Et alors, je vais clôturer sur ce point-là. Je pense, comme vous l'aurez remarqué, nous, on travaille beaucoup sur cette capture de la réalité et sur la capacité qu'on va avoir à la replacer dans des espaces 3D, dans des espaces virtuels. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, on doit vraiment travailler pour l'optimisation de tous nos modèles. Mais en 2021, il y a le nouveau moteur Unreal qui va sortir. C'est destiné aux jeux vidéo, mais ça va avoir une grosse implication sur la capacité à représenter la réalité parce qu'on va avoir des nouveaux moteurs de rendu géométrique et de rendu de lumière qui vont vraiment permettre de mettre des très gros modèles. Ça veut dire des modèles avec une géométrie très complexe, avec beaucoup de triangles. On va pouvoir les mettre facilement. Ça va aussi fonctionner avec des systèmes en octets et mobilisés justement en fonction d'où on regarde la quantité d'informations à charger. Et ça va faciliter beaucoup de choses pour créer de la réalité virtuelle. Et je termine sur cette petite image. Ce n'est pas une formation au feu comme François en a parlé, mais c'est pour vous montrer que là, c'est déjà ce qu'on arrive à faire. Vous allez voir, là, on a configuré une lampe en VR. Et vous allez voir qu'avec cette lampe, on peut éclairer et qu'on est finalement dans la photogrammétrie ultra réaliste de la cuisine, de la ferme que je vous ai montré. Et ça, il faut vraiment le tester pour en être convaincu. Mais là, on a vraiment cette sensation d'immersion. Pour certaines personnes, c'est même un petit peu anxiogène, tellement c'est réaliste, ce genre d'image. Et donc voilà un petit aperçu de toutes ces activités un peu exploratoires et de ce qu'on met en place au bureau. Voilà, c'est dans un champ assez particulier, c'est dans le domaine du patrimoine, mais j'espère que ça aura pu vous intéresser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît. On est parfaitement dans les temps. Il nous reste encore un petit peu de temps si vous aviez des questions à poser à Benoît ou des réflexions ou des discussions. Voilà, on est disponible. Et je rappelle, avant que certaines personnes ne partent, si jamais il y a un autre rendez-vous qui suit, que évidemment, nous, dans le cadre de CETEC et dans le cadre éventuellement d'autres projets, on peut éventuellement aider des entreprises à tester certains matériels ou applications et éventuellement aussi aider à développer des petits proof of concept pour voir un petit peu dans leur cas, dans leur pratique, si c'est intéressant. Y a-t-il des questions dans l'audience? Benoît, tu as été très clair. J'espère, en tout cas. Non. Geen vragen?
Ok, eh bien, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous vouliez avoir des informations complémentaires. Le, la session a été enregistrée, en tout cas la partie de Benoît a été enregistrée. Je verrai avec lui s'il y a des choses qu'on doit retirer ou pas, ou si tout peut être Non, partagé. tout peut être Parfait, partagé. parfait. Et de notre côté, eh bien, où on reprocédera à l'enregistrement, je vérifierai, parce que j'ai un peu tardé à lancer l'enregistrement. Mais s'il faut, on peut partager éventuellement la présentation également. Voilà. Merci à tous pour votre patience. Et puis, on se donne rendez-vous plus tard, peut-être, pour d'autres sessions sur la réalité virtuelle et la visualisation 3D. Et un grand merci à Benoît et à Atelier Monéo pour cette présentation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.